Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo découverte du mois, alors que je continue cette série de capsules portant sur mes différentes lectures des dernières semaines. Et au moment où j'enregistre cette capsule, nous sommes en octobre 2024. Comme j'avais mentionné dans une précédente vidéo, je suis assez débordé en octobre 2024. C'est un très gros mois. Pour différentes raisons, surtout en lien avec Horreur Liminale. Je vais en reparler tout à l'heure un peu, mais il se passe beaucoup de choses, donc j'avais pas beaucoup le temps d'enregistrer des vidéos. Mais je voulais quand même faire une vidéo découverte parce que c'est dans mes incontournables, c'est dans les vidéos que je préfère faire. Et aussi parce que j'ai lu beaucoup de trucs cool ce mois-ci. J'ai lu beaucoup de trucs à thématique horrifique. Et c'est sûr qu'en fait la vidéo va être à thématique horrifique. Donc si ce n'est pas votre jam, peut-être allez écouter autre chose. Sinon, bienvenue dans l'horreur, bienvenue dans la terreur, bienvenue dans l'effroi. Voici mes 10 lectures du mois d'octobre 2024. On commence avec le numéro 10, Iron Gods pour Liminal Horror. Et oui, c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté de mon gros coup de cœur horrifique de la vie, Liminal Horror ou Horreur Liminale en français, maintenant qu'il existe en français. En fait, Iron Gods, eh bien, c'est un module que j'avais depuis un certain temps en PDF et j'ai pu en fait mettre la main sur une version physique de l'aventure qui était en fait assez rare, qui était rapidement out of stock, indisponible à l'achat physiquement. Ça n'a pas été publié en plusieurs exemplaires. Et je la trouve vraiment intéressante et je voulais vraiment prendre le temps de la présenter dans une vidéo découverte parce que Iron Gods démontre un peu l'espèce de côté très variable, versatilité que propose Horreur Liminale. Surtout en matière de vouloir justement alterner les thèmes et même donner certaines touches de sous-genre à l'aventure en soi. Si vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que Iron Gods, c'est malgré l'espèce de couverture très sérieuse, c'est un peu humoristique. En fait, c'est très humoristique parce que si on regarde l'arrière en fait du module, pour ceux qui m'écoutent avec la vidéo, il est marqué Muscle, Madness, Monster. On pourrait traduire ça par des muscles, la folie et des monstres. Parce que oui, Iron Gods parle du monde de l'haltérophilie. Les gens costauds. Nous sommes en 1987, la musculation. C'est l'âge d'or en fait de la musculation. Vous êtes un culturiste. Vous êtes un passionné qui passe des heures chaque jour à sculpter votre corps. La salle de sport est votre maison et vos camarades de musculation sont votre famille. Vous êtes entouré de gros muscles, de cheveux comme bien léchés, des permanentes, là, de voitures rapides, de drogue en abondance et en anglais on va dire... je sais pas comment traduire ça en français, c'est lever de la fonte, ça serait ça vraiment la traduction, c'est lever comme des gros poids, les gros poids lourds. Tout le monde est gonflé, tout le monde est dopé jusqu'aux oreilles et tout le monde est bronzé et huileux. Vous vous entraînez dans une salle de musculation, ce qui se nomme Tommy Shred Shack. Et en fait, il y a une nouvelle drogue qui apparaît, qui est appelée le Juice, qui circule dans la salle. Une drogue qui permet justement aux gens d'avoir des muscles encore plus gros, une hormone de croissance, un booster de testostérone, mais personne ne sait vraiment d'où ça vient. Et Iron Gods, en fait, c'est un dungeon crawl, alors que vous devez explorer à un moment précis de votre journée on va dire de musculation, vous devez explorer le gym dans lequel vous vous entraînez pour découvrir les aléas et les particularités de ce juice, du jus de cette drogue. Ça me fait un peu penser à The Substance, alors que je l'ai comme reçu le volume. Je pense que le lendemain, j'allais voir le film de Substance. Si vous n'avez pas vu ça, c'est absolument incroyable. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, beaucoup sur le body horror, l'espèce de sujet qui parle de l'excellence physique, mais aussi les limites du corps humain. C'est venu vraiment me chercher dans un type d'horreur que je vois pas très souvent en table de jeu de rôle. Mais Iron Gods vient gratter ce petit élément-là, tout en justement offrant une ambiance un peu plus humoristique, un peu plus loufoque. Parce que ça demeure que c'est un peu niaiseux, là. Vous êtes un culturiste, vous êtes vraiment costaud. Et tout le monde autour de vous est costaud. Et vous essayez de comprendre d'où provient le juice, alors qu'il se déroule des choses peut-être pas tout à fait catholiques dans les bas-fonds
de votre gym où vous vous entraînez. Un bon dungeon crawl style années 80 imbibé de néon. Faut vous penser à un mélange entre l'appel de Cthulhu et la lutte professionnelle. Fait que ouais, pour Horreur Liminal, pour Liminal Horror Iron Gods, si ça vous intéresse, bien sûr, je le répéterai pas à chaque fois, mais tous les liens menant aux différents modules que j'aborde dans cette vidéo sont disponibles dans la description de la dite vidéo en question. On continue avec le numéro 9. Le numéro 9, je ne l'ai pas, malheureusement, en main propre parce qu'il n'existe pas. Il s'agit de The Opening of the Outer Gates. Et ça va être assez court, celui-là, parce que c'est très court. C'est un 2 pages. En fait, c'est un one page. C'est juste une seule page et c'est un générateur. Et moi, Dieu sait que j'aime les tables aléatoires, j'aime les générateurs. Et c'est un générateur, en fait, pour créer des rituels apocalyptiques pour n'importe quelle occasion. Donc, c'est parfait pour commencer une campagne, en terminer une, ou tout simplement proposer à vos joueurs, éventuellement, la possibilité d'invoquer une entité quelconque en suivant un processus qu'on va lancer au hasard sur les tables qui sont proposées. Ça n'a pas des mécaniques précises, ça peut être adapté à pas mal n'importe quel jeu de rôle sur table, mais il y a absolument de tout en allant de qu'est-ce que vous avez besoin pour compléter le rituel, qu'est-ce qui doit être sacrifié, c'est quoi les outils qui sont à votre portée, qu'est-ce que vous allez invoquer, est-ce que c'est vraiment la fin du monde une fois que vous avez terminé le rituel. Il y a plein de choses qu'on peut lancer au hasard et découvrir qu'est-ce qui va se passer? Et moi, j'aime ça, l'inattendu. On continue avec le numéro 8, mais avant d'aller plus loin, je me permets une petite pause marketing. Et non, je ne vais pas vous vendre un VPN. Je viens en fait plutôt vous parler de Horreur Liminal. Et oui, il est là, je l'ai dans mes mains. Pour celles et ceux qui écoutent la vidéo, en fait qui regardent la vidéo sur YouTube, j'ai une version imprimée d'Horreur Liminal qui est pleine de défauts, qui est imparfaite, qui est même un peu mal centrée, pour vrai. Il y a comme des petits défauts à ce niveau-là, mais je l'aime beaucoup. C'est une version unique qui n'existera plus. C'est vraiment juste un test que je voulais faire d'impression pour voir à quoi pouvait ressembler on va dire les illustrations à l'intérieur, voir si tout est bien, sortait bien ou si c'était pixelisé, est-ce que c'était laid, est-ce que c'était beau. Et je suis très content en fait du résultat pour ça. C'est pour vrai, ça flash vraiment beaucoup. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que ce volume-là, eh bien vous pouvez le gagner. Vous pouvez le gagner si vous participez au Game Jam pour Horreur Liminal qui est ouvert présentement, qui est ouvert en fait jusqu'au 31 octobre. Donc, au moment où cette vidéo va sortir, peut-être qu'il va être terminé, sauf si vous étiez Patreon. Là, je sais par contre que si vous êtes Patreon, vous avez eu accès à cette vidéo-là avant la fin, avant le 31 octobre. Et si vous participez au Game Jam, eh bien, je fais tirer parmi les participants c'est pas un concours qualitatif, c'est vraiment juste parmi les participants, quelqu'un va pouvoir se mériter cette version physique d'Horreur Liminal qui n'existera plus. Ça va être vraiment juste un objet de collection. Vous allez pouvoir échanger contre des diamants, peut-être. Mais oui, fait que c'est ça. C'est tout. Je voulais le mentionner à ce numéro 8 parce que le numéro 8, eh bien, j'ai pigé au hasard. Je ne voulais pas choisir mon préféré dans le lot. Je voulais pas nécessairement comme aller avec... je voulais pas faire du favoritisme ni rien de ça. Fait que j'ai vraiment pigé au hasard une des propositions qui a été en fait lancée durant le Game Jam de Horreur Liminal. Et il s'agit en fait de Tunnel 23 par Amel Roger, qui était en fait un des derniers qui est rentré, qui a été en fait publié pour le Game Jam. Tunnel 23 pour Horreur Liminal en français, donc un module en français pour le jeu. C'est un module en fait qui propose aux joueurs de se mettre dans la peau d'un groupe de touristes étrangers en quête de sensations. Ils vont en fait découvrir un tunnel mystérieux abritant un laboratoire et des créatures étranges. Pour les inspirations, vous devez penser à les films de Guillermo del Toro comme Le Labyrinthe de Pan, La créature de l'eau, Hellboy, La mouche de David Cronenberg, et le tout se déroule dans une forêt d'Europe centrale. C'est un tunnel ferroviaire qui a été creusé dans la montagne et qui a été abandonné depuis la Seconde Guerre mondiale, et le tunnel 23 a servi de base de recherche pour un professeur jusqu'à la fin de la guerre. Et des pièces plus ou moins grandes ont été creusées à l'intérieur du tunnel en question, où il y a différentes expérimentations qui ont été menées à bien. J'ai énormément apprécié la lecture. Pour vrai, Amael a vraiment fait un travail de feu là-dessus. Et avec un beau visuel, de beaux collages, des illustrations justement, et des superpositions en fait entre différents éléments, comme justement vous pouvez le voir si vous lisez le module, une espèce de train avec une bouche en avant. Il y a quelque chose de très
horrifique, très très fun footage, des espèces d'éléments qui ont été retrouvés, des vidéos VHS qui ont été retrouvées, qui ont été visionnées à vos risques et périls. Et ça démontre en fait la richesse de cette communauté qui grandit, la communauté d'horreur liminale, et des modules qui sont publiés à cet effet. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ça, parce que je vais mettre dans la description de cette vidéo, oui, le lien menant au Tunnel 23 de Amel Roger, mais aussi également le lien qui mène au Game Jam en soi, si vous désirez y participer. Pour ceux et celles qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est un Game Jam, eh bien c'est on va dire une sorte de participation, une sorte de création communautaire où plusieurs personnes peuvent proposer un jeu, un module, un supplément, un élément en lien avec un jeu ou un thème selon on va dire une limite de temps. Donc là, ici, c'était jusqu'au 31 octobre 2024. Et déjà plusieurs choses de sortie, dont Tunnel 23, que j'ai énormément apprécié ma lecture et que je vais absolument faire jouer éventuellement. Plus il va y avoir du stock d'horreur liminale qui va sortir en français, plus le jeu va, je crois, gagner en popularité, je l'espère du moins, dans la francophonie. Donc, un grand merci aux participants, aux participantes, et merci de l'intérêt des gens pour le jeu en question. Donc, allez voir ça, Tunnel 23 de Amel Roger, vraiment très très cool, parmi les nombreuses participations du Game Jam. Mon numéro 7, il s'agit de Starving Pumpkins, publié par Clément Aumont. Même si le titre est en anglais, le volume, ou plutôt le pamphlet, est disponible en français. C'est un petit module à thématique halloweenesque pour cette période de l'année. OSR pouvant être adapté à différents types de jeux old school. Au programme, c'est l'exploration hexagonale de la ferme des Krogans, qui est une famille de fermiers bienveillants, devenus si étranges depuis qu'une mystérieuse couleur tombée du ciel plane sur leur champ, et il y a un donjon à découvrir pour mettre fin à l'entité sordide qui hante les lieux. Et j'aime beaucoup ce que Clément fait. Clément Aumont, que je suis depuis un certain temps sur Itch.io, qui est très dans le old school, un peu Dungeon Crawl classique, là, très un peu gonzo, un peu étrange. Et il y a toujours des thématiques très fortes. J'ai même eu le plaisir de faire un module avec lui par le passé. J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Et Starving Pumpkin suit un peu le même... ce même moule un peu fou où, oui, on est dans l'horreur, mais on est dans l'horreur plus funny un peu, avec des espèces de citrouilles qui me font penser aux créatures de Half-Life. Si jamais vous avez joué à ça, des espèces d'insectoïdes un peu qui marchent à quatre pattes avec des crocs, mais qui ont comme un corps de citrouille puis qui peuvent sauter sur les gens. J'ai trouvé ça très original. Je trouvais que ça ferait un très cool one-shot d'un soir que je ferais jouer justement soit avec des CC ou avec un autre jeu old school. Je vous conseille d'aller voir ça. Du OSR en français, c'est pas commun. On s'entend, il y en a quelques-uns, Black Sword Hack, Coureur d'orage, il me semble, Nox s'en vient aussi en français, mais lorsqu'il y en a, moi je conseille, si vous êtes un peu fan du genre, de sauter sur l'occasion, parce que c'est pas quelque chose qui court les rues. Donc Starving Pumpkin de Clément Aumont, très très cool aventure OSR horrifique. Numéro 6, WitchCon pour Troika. Tout comme Starving Pumpkin, c'est une aventure un peu plus légère, malgré justement son petit côté horrifique, son petit côté halloweenesque, mais attendez-vous pas à avoir des tripes étalées sur le plancher puis de l'horreur à la Hellraiser vous sauter dans le visage. WitchCon, c'est en fait, comme il le dit un peu le terme, le nom, le titre, c'est une convention de sorcières qui se déroule dans un centre des congrès sur Troika. Troika étant le nom du jeu, mais aussi le nom de la ville, l'espèce de ville cosmopolite à la lisière de tous les plans, de toutes les bulles, de tous les univers dans le monde de Troika. Pour celles et ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir ça, c'est très bon. Ça peut être adapté un peu à toutes les sauces, et WitchCon en est justement la preuve. Il y a un centre avec de grandes fenêtres, et depuis quelques jours, il y a des rideaux qui sont tirés, qui sont fermés. En fait, on ne peut pas voir à l'intérieur du centre. Il y a une lumière orange clignotante, et d'étranges ombres se déplacent au seuil des portes. Il y a des enfants qui disparaissent, des silhouettes de balais qui traversent le ciel et qu'on peut seulement percevoir leur ombre lorsqu'ils sont devant la lune, et des hiboux malveillants qui abondent ici et là. Il y a vraiment une convention de sorcières qui se déroule dans la ville de Troika. Et waouh, que c'est le fun, ça. Encore une fois, c'est vraiment inspiré par des contes populaires britanniques. C'est léger, mais en même temps, ça reste horrifique. C'est un
20 pages avec une convention de sorcières qui est tenue dans un centre de congrès avec 15 rituels étranges que vous pouvez intégrer dans votre jeu, des personnages non joueurs avec des personnalités, des possessions et on va dire leur propre objectif, 5 sorcières en fait surtout. Il y a un générateur pour pouvoir créer vos sorcières, pour pouvoir créer des intrus dans la convention et bien sûr des héros, des enfants héros qui vont tenter de se sauver de cet endroit absolument maudit qui ne veulent pas vraiment finir dans le repas d'une sorcière et différentes tables aléatoires, marchandises que vous pouvez générer en l'honneur du WitchCon, qui est un peu comme le Comic-Con, mais pour les sorcières. Juste à ma lecture, ça donne le goût. Ça donne le goût de sauter là-dedans. J'aime tellement Troika pour ça. J'aime tellement la folie de Troika, la richesse de ce jeu-là et la diversité que propose en fait le jeu, alors que ça peut partir dans tous les sens. Et j'en ai parlé dans quelques autres vidéos. On a même fait une game de ça, Demons Driven to the Maw. Une aventure pour Cairn, assez horrifique, beaucoup plus sérieuse, mais en même temps un peu plus funny aussi. Et ça me fait un peu penser à ça. Et je l'avais lu même dans les inspirations pour WitchCon. Demon Driven to the Maw fait partie des inspirations. Et je peux comprendre pourquoi, parce que ça commence un peu plus tranquille, mais à un moment donné, ça devient frénétique. Et là, ça n'arrête plus. Superbe aventure. Si vous êtes à l'aise un peu avec l'anglais, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Ça vaut amplement la peine. Pour un petit one-shot d'Halloween, un peu plus léger aussi, moins violent et moins 18 ans et plus, c'est un must. Numéro 5, The Last Salt Lord, an adventure in demonic medieval Catalonia. Et oui, c'est une aventure de jeu de rôle librement inspirée de la légende de la tour de la jeune fille du château de Cardona, conçue pour 3 à 4 joueurs. Ça s'inscrit dans un thème d'enquête et d'horreur durant l'ère médiévale. Il y a des personnages pré-génériques qui sont proposés. À la base, le module est pour Rats in the Wall, si je ne me trompe pas, qui est un petit jeu OSR quand même très cool, très très léger, mais ça peut être adapté à vraiment tout ce que vous voulez aussi en matière d'OSR. C'est un peu ça la richesse et la force de ce type de jeu-là. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout le contexte historique du château de Cardona en Catalogne. C'est vraiment quelque chose qui échappait à, on va dire, mon contexte de Québécois, nord-américain, francophone, outre-Atlantique que je suis. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très groundé, c'est très terre-à-terre. On est bien loin de la high fantasy. Vous n'êtes pas grimpé sur un griffon en lançant des boules de feu puis en criant « Waza !» On est vraiment plus dans l'enquête, l'investigation, l'horreur, la démonologie, découvrir des mystères entourant un démon qui a été enfermé dans une mine de sel et possiblement, va-t-il se libérer? Ne va-t-il pas se libérer en se fiant à la couverture du module? On a l'impression que oui, mais est-ce la réalité? C'est très bien. Très différent aussi de ce que j'ai pu lire. J'aime ça. C'est pas du tout gonzo. C'est pas du tout high fantasy. J'aime ça un petit côté historique encore une fois. Un peu à l'appel de Cthulhu. Moi, j'aime ça l'explorer d'autres époques. Mais attendez-vous pas à ce qu'il y ait une description vraiment comme historique de la chose et sans défaut et sans anachronisme. On n'est vraiment pas dans ce domaine-là. Mais c'est quand même plaisant d'aller explorer des nouveaux horizons, de voir des nouvelles places, de vivre un peu l'impression d'être ailleurs, dans un endroit qui existe pour de vrai. Donc, oui, allez voir ça. Très, très cool. Numéro 4, un petit pamphlet solo dépliant pour une seule personne de Vale Woods. Vous êtes un ranger nouvellement formé, nommé par les mystérieux Vale Woods, un ordre de rangers secrets. Et aujourd'hui, en fait, c'est votre journée d'entraînement. Avec quelques outils, un carnet de poche, un carnet en poche, vous devez naviguer dans la forêt, vous promener et accomplir vos tâches de ranger, vérifier l'état des lieux, vérifier qu'il n'y a pas de règles qui ont été outrepassées, l'état de la situation, voir comment vit la faune et la flore de l'endroit. Mais au fur et à mesure que la journée avance, vous allez vous rendre compte que les Vale Woods, qui est un peu aussi le nom de la forêt, cachent des secrets, certains pouvant aller à l'encontre de ce que vous considérez comme étant normal. Vous devez explorer, survivre et faites votre rapport en fait. Vous devez faire votre rapport sur les Vale Woods. Mais attention, il y a quelque chose qui vous observe toujours dans cette forêt. C'est vraiment une courte expérience, très immersif, mais très court, parce que le but, en fait, c'est de donner un avant-goût de ce que va représenter The Vale Woods. C'est un peu, on veut dire, en quelque sorte, une prémisse à la suite. Donc, vous avez accès à une journée de travail, avec un simple dé que vous allez lancer pour accomplir différentes tâches et évaluer, ou du moins
interpréter les résultats de ce que vous allez vouloir accomplir. Vous pouvez explorer la forêt de Vellwoods, aller voir un peu qu'est-ce qui se déroule ici et là. Est-ce qu'il y a des créatures qui dépassent l'entendement, qui vous regardent depuis l'entrebâillement de 2 arbres? C'est à vous de voir, c'est à vous de définir. C'est un journal, en fait, que vous remplissez. Et moi, j'aime ça. J'aime ça beaucoup, les journaux. En fait, je suis encore très néophyte dans le monde du jeu solo. On dirait que j'ai la difficulté à trouver vraiment chaussure à mon pied. Mais je dois avouer que pour l'instant, je crois que le journal intime est la chose qui vient le plus me chercher, outre les livres dont vous êtes les héros. C'est une aventure où est-ce qu'il faut que je choisisse des chapitres pour aller lire, pour aller vivre un peu comme si un meneur de jeu invisible me menait à la partie. C'est possiblement mon must, c'est ce qui vient le plus me titiller mon intérêt. Mais le journal intime, c'est quelque chose que j'apprécie bien parce que c'est aussi très personnel et j'ai l'impression de plus... on va dire, mettre à l'écrit un peu en quelque sorte ce que moi je vis, comme si j'interprétais un personnage, plutôt que de devoir inventer une histoire selon des jets de dés. Et ça, je trouve, on dirait que j'ai un peu plus de difficulté solo à le faire, mais le journal intime, je trouve que c'est plus plaisant. Et Vellwoods, je l'ai testé, et oui, je l'ai testé. J'aurais pu enregistrer ça puis le partager, comme un gros niaiseux, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai testé le tout et j'ai bien aimé mon expérience. Je ne pense pas qu'encore... c'est pas du tout complet, comme je l'ai mentionné. C'est une prémisse, c'est un début. Mais il y a un petit côté horrifique, un petit côté folk, horreur, conte aussi également. On dirait que c'est comme on dirait, ça revient beaucoup dans cette vidéo aussi, les contes. Là. Mais on est dans quelque chose de pas trop non plus, pas trop violent, pas trop... on se fait pas courir après par un maniaque à la hache. Il y a des mystères, il y a des dangers. Mais pour l'instant, ces dangers ne nous ont pas encore vraiment attaqués. Mais très curieux de voir la suite, en fait. Très curieux de voir comment va évoluer de Vellwoods. Parce que c'est venu m'intéresser. Et pour un jeu solo, excepté les jeux solo de Martin Ouellette, que j'apprécie beaucoup, ça arrive pas souvent. Numéro 3, The Cult of Mr. Jingles. Mr. Jingles, le chat n'est pas la seule chose que les humains ont ramené du refuge pour animaux. Au plus profond des entrailles du vieux félin, quelque chose de mortel se développe. Un parasite hautement contagieux qui se propage avec des œufs au travers des excréments du chat et qui provoque une terrible folie autodestructrice. Les créatures infectées se gorgent de toute la nourriture qu'elles peuvent trouver puis cherchent à offrir leur corps en sacrifice à Mr. Jingles. Il est maintenant devenu en quelque sorte un dieu pour eux. Ils s'introduisent, les gens parasités s'introduisent dans les colonies voisines et pillent les réserves alimentaires pour ensuite se gaver en prévision de leur sacrifice. Puis étalent, en fait, les restes de la nourriture et les résidus du chat un peu partout comme sorte de consécration tordue pour contaminer le plus de gens possible. Le culte de Mr. Jingles est une aventure d'horreur pour Moss Ritter, un jeu qui n'est pas inconnu sur la chaîne, qu'on a joué à quelques reprises, et j'aime ça quand Moss Ritter va explorer des thématiques annexes à l'aventure avec un gras pour des petits rongeurs. Et là, on est dans l'horreur. On est dans une contagion. On est dans une épidémie, une pandémie, en fait, pour rats, pour souris. Et à petite échelle, avec une belle carte qui représente un peu la zone de jeu dans laquelle les personnages peuvent se déplacer et dans laquelle ils vont tenter d'arrêter les avancées du culte de Mr. Jingles. C'est prêt à jouer, c'est vraiment facile à mettre en place, avec des belles illustrations, il y a des accroches d'aventure, il y a des objets aussi, des nouveaux objets que les personnages peuvent utiliser. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Une aventure d'horreur où on joue des souris, pourquoi pas, pour moi c'est gagnant. Numéro 2, The Watcher of Voshod. Le village isolé de Voshod a subi une incursion démoniaque. Le vil nécromancien a réduit la ville en cendres et a condamné les têtes de ses anciens habitants à une vigilance éternelle. Vous souhaitez mettre un fin à cette terreur et peut-être même récupérer ce fameux crâne doré de Saint Galvic qui serait caché dans le temple du village. Ou pourquoi pas les deux. Quoi qu'il en soit, c'est juste au bout de cette vallée là-bas. Sautez, allez voir. Et en se dirigeant vers le temple de Voshod, vos personnages doivent faire face aux veilleurs, des têtes flottantes, de morts vivants à l'affût des intrus. Et s'ils vous repèrent, il y a des hurlements de mort des veilleurs qui s'annoncent sûrement la fin de vos personnages. Mais peut-être existe-t-il un moyen de mettre un terme à ces horreurs et peut-être les aider à trouver le repos éternel. C'est une aventure, en fait, les veilleurs de Voshod est une aventure de dark fantasy horreur pour des jeux OSR. À la base, le tout a été conçu pour le Game Jam, en fait, de Nave, deuxième édition. Nave que j'ai reçu, ça fait pas si longtemps que ça, en physique, que j'avais
un peu lu en PDF. En fait, j'avais lu en PDF, mais je ne l'avais pas encore vraiment pris le temps de dévorer d'un bout à l'autre en version physique. Et j'ai adoré ma lecture. Et sapristi qu'il y a eu des productions très cool qui sont sorties du Game Jam, dont Les Veilleurs de Voshod. Les Veilleurs de Voshod, c'est, en mon sens, une de mes aventures préférées. Imaginez cette espèce de petit endroit où il y a des têtes volantes, littéralement des différents personnages, des anciens habitants des lieux qui se déplacent au travers des zones du village. Et chaque tête un peu a ses particularités. Certaines têtes ont des pouvoirs précis que d'autres n'ont pas. Il y a des têtes un peu plus classiques des paysans moyens qui vont juste se déplacer puis il faut les tuer. Mais très horrifique, hein? On s'entend, c'est très graphique aussi. C'est pour des personnages de bas niveau à la moralité douteuse. Et je rêve de l'animer. En fait, non, c'est sûr que je vais animer cette aventure-là, Les Veilleurs de Voshod, parce que j'ai trouvé que c'était thématiquement très fort, thématiquement horrifique aussi. Et Nave, deuxième édition, t'es cœur, hein? C'est vraiment, 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 vraiment bon. C'est d'une simplicité, mais en même temps d'une efficacité à toute épreuve. Et finalement, mon numéro 1, Xephion. Une aventure pour Nave, deuxième édition. Encore oui, parce qu'il y a des choses incroyables qui sont sorties durant le Game Jam. Je vous le jure, l'horreur, ça concorde très bien, en fait, à l'OSR et vice-versa. Xephion, c'est une aventure de survie, d'horreur, où est-ce qu'on doit vraiment comme se battre pour rester en vie pour des personnages de niveau 3 ou 4 environ. C'est fortement inspiré par des films comme Alien et la franchise Metroid. Dans cette aventure-là, les aventuriers doivent explorer un lieu mystérieux, isolé, dans lequel finalement ils vont se retrouver piégés et ils ont derrière eux un monstre enragé et assoiffé de sang en liberté. Ils doivent rentrer en fait dans le château de Nixdorf et récupérer une lame. Une lame, on va dire, qui aurait appartenu à un prince, quelque chose de très prestigieux. Mais la lame en fait elle est maudite. Elle renferme un monstre d'une grande et terrible puissance. Et une fois libéré, les joueurs se retrouvent en fait piégés dans le complexe souterrain, un tortueux, un endroit étrange qui a été conçu par une lignée paranoïaque qui autrefois régnait sur une terre. Pendant ce temps, la créature passe de plusieurs cycles de vie. À la façon d'un alien, elle se transforme et va acquérir des nouvelles capacités et pouvoirs dans le but de porter le but de tuer le porteur de la lame. J'adore ça. J'adore tout ce que j'ai lu dans cette aventure-là. Il y a une carte détaillée du château de Nixdorf et du complexe souterrain situé en dessous. Il y a la présentation du Xephion, les blocs, bien sûr, ses caractéristiques et tout ça, pour chacune de ses étapes de vie, de son cycle. Il y a des nouveaux objets, dont cette fameuse épée maudite, l'héritage de la lignée Nixdorf, et des conseils pour mener l'aventure et aider les joueurs à découvrir le mystère macabre qui se trouve au cœur du château en ruine. Une aventure de survie qui me fait beaucoup penser à Alien, à la saveur, à la sauce, on dirait fantasy, dark fantasy. Comment dire? C'est tellement... Il y a tellement des gens... Bon, j'en ai parlé avec qui? J'en ai parlé récemment. J'en ai parlé avec mon ami Raphaël Parent, où on parlait justement des résultats du Game Jam de Nave. Puis on se disait, tabarnouche, il y a tellement des gens talentueux dans la vie qui maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce au partage en ligne et tout ça, on a tellement accès à du stock d'une très grande qualité. Et en même temps, c'est un peu complexant pour nous. Il y a un petit complexe pour nos propres créations, alors qu'on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur de ce que le monde propose, parce qu'il y a des trucs complètement fous qui se font, des trucs qui sont indépendants, qui, pour la plupart du temps, vont rester dans l'ombre des grands joueurs, qui vont être imprimés et disponibles physiquement. Mais il y a des incroyables ressources, des incroyables modules à aller chercher. Et le Game Jam de Nave en est justement la preuve, avec les deux aventures horrifiques que j'ai présentées, qui sont en fait dans mon numéro 1 et mon numéro 2, de Watcher of Voshod et Xephion. Si vous êtes un fan d'Alien, mais que vous aimez aussi un peu l'espèce de côté fantastique, sombre, jetez un coup d'œil à Xephion. Ça ne peut pas vous déplaire, et si jamais Nave n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours adapter le tout à un autre jeu médiéval fantastique, j'en suis persuadé. Horreur, survie, alien, voilà à quoi vous attendre avec ce numéro 1. Et oui, c'était mon top 10 de ce mois-ci. Oui, de ce mois-ci, j'allais dire de cette année, mais non, de ce mois-ci, le octobre 2024. J'espère que vous passez un très bel Halloween. J'espère que vous avez mangé beaucoup de bonbons, que vous vous êtes déguisés. Je serais curieux de savoir en quoi vous vous êtes déguisés si c'est le cas. On va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo découverte. Si jamais vous avez des découvertes, si vous avez des lectures, si vous avez des choses incroyables à me partager en lien avec l'horreur, allez-y dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous encourage encore une fois à aller voir le Game Jam, ou du moins les résultats du Game Jam d'horreur liminale, parce qu'on approche tranquillement vers la fin. Il y a
beaucoup de choses qui sont sorties en français. En français! En français! Et je vous tiens au courant pour la suite. Et je vais assurément reparler d'Horreur Liminale lorsqu'on va s'approcher de la campagne de financement pour la version physique. Lisez, jouez, ayez du plaisir dans le respect des autres, dans les limites aussi, parce que l'horreur, des fois, on s'entend, il faut comme être capable de savoir où s'arrêter. Et pour le reste, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.